Azul Azul, bonsoir tout le monde. Merci d'être là pour ce nouveau café littéraire de l'impondérable. Et aujourd'hui, je suis heureux de recevoir Samia Ben Salam Ould Amara pour son récit intitulé Grande Ariane. Un livre que je conseille à tout le monde, un livre plein de soleil. En fait, c'est une plongée dans l'enfance. Arbo, en Kabylie, et tout le monde qui a vécu un peu cette période un peu d'ouverture, je dirais, même petite en Algérie, va s'y retrouver. Et mine de rien, après coup, on peut peut-être dire que l'Algérie a respiré largement par rapport à ce qu'il y avait avant et à ce qu'il va arriver par la suite. Alors, Samia, bienvenue. Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui et merci de m'avoir invité. Vous savez, c'est pas facile pour moi d'être de l'autre côté. C'est pas facile d'être pour moi de l'autre côté parce que d'habitude je suis avec vous. Donc aujourd'hui, voilà, d'être de l'autre côté de la scène, ça me stresse un petit peu. Il n'y a pas de raison, tu es chez toi, comme tu venais effectivement dans l'assistance, c'est absolument la même chose. Fais comme ce que tu as écrit, hein. Tu as écrit des choses bien, sincères, naturelles je dirais, mais qui ont aussi beaucoup de sens. Donc je vais te dire Samia, comment est-ce que tu as eu l'idée d'écrire ce récit? Comment j'ai eu l'idée? D'abord, quand je suis arrivée à un moment de ma vie où j'ai regardé en arrière. Et au fait, cette période-là de l'enfance, elle m'avait beaucoup interpellée et je me suis dit, j'ai un peu analysé ma vie et je me suis dit que dans ma vie, j'ai vécu plusieurs vies, mais je n'ai vécu qu'une seule enfance. Dans une vie, il y a plusieurs vies, mais il n'y a qu'une seule enfance. Et cette période-là de l'enfance, j'ai tiré sur le fil des souvenirs et je suis retournée dans les souvenirs. Et puis, à chaque fois qu'on se rencontre avec des amis, avec la famille, on a bien retourné sur ces moments-là de l'enfance et les raconter. Des fois, ça nous fait sourire, des fois, ça nous fait rire, des fois on est complètement énervé parce qu'on se dit comment ça se fait qu'on a vécu certaines choses alors qu'on était des enfants. Et donc à chaque fois que je me rappelais un souvenir, j'avais envie de l'écrire pour le transmettre à mes nièces, surtout mes nièces et à mes neveux, parce que moi je sais d'où je viens. Eux, ils sont nés ici en France, ils ne savent, j'avais envie de leur transmettre et de leur dire voilà comment vos parents ont grandi. Voilà par quelles étapes ils sont passés. Et tu as dû remarquer aussi que je parlais beaucoup de la situation de la femme dans la société kabyle en général. Et c'était surtout pour mes nièces. Et puis c'est un hommage à ma mère aussi qui a vécu dans cette période-là. Et à ma mère, à mon père, à toutes les femmes d'Akbou et toutes les femmes de Kabylie. Et j'avais envie de m'exprimer sur certains sujets. Tu l'as très bien fait. Et donc, je disais que la petite histoire, ton histoire, se retrouvait en réalité avec la grande histoire du pays. Hein. Donc, par exemple, tu rends hommage à Malika Domran, qui est une militante chanteuse,
Et tu te souviens, enfant, elle a chanté à Akbou. Alors, Effectivement, Melike Doran est venu chanter avec nous, mais le paradoxe, c'est que les femmes, elles n'avaient pas le droit d'aller au concert pour voir Malika Doran chanter, et que tous les hommes étaient partis voir Malika Doran en concert. Et du haut de mes 7 ou 8 ans, je ne comprenais pas pourquoi nous, on n'avait pas le droit d'y aller. Et des hommes qui empêchent les femmes d'aller dans un concert pour voir une femme chanter, eux-mêmes vont dans un concert pour voir une femme chanter. Donc il y a des contradictions qu'un enfant n'arrive pas à comprendre. Même les adultes n'arrivent pas à comprendre. Mais c'est un débat, on y reviendra. Alors il n'y a pas que cela. Donc ça commence par l'école, bien sûr. L'école primaire qui porte un nom peu commun. Alors d'une révolutionnaire. Mais oui, donc mon école primaire s'appelait Daniel Mine. Et je n'avais pas compris pourquoi on venait de faire sortir le conquérant, comment on appelle ça, Stamal, de ce pays-là, et que cette école-là, elle s'appelait Daniel Mine. Donc dans ma tête d'enfant, je ne comprenais pas pourquoi elle s'appelait Daniel Mine. D'ailleurs, cette école s'appelait Daniel Mine. D'ailleurs, on l'appelait juste l'école Chiché. C'était l'école des filles, mais à mon époque, c'était une école qui était mixte. Et parce que, il faut savoir que mes grands-mères étaient dans cette école-là, et qu'à l'époque, à Akbou, il y avait 2 écoles. Il y avait l'école des filles et l'école des garçons. Donc cette école a été appelée Daniel Mine parce que Daniel Mine, c'est une révolutionnaire qui a combattu pour la liberté de l'Algérie. Nos professeurs ne nous avaient jamais parlé d'elle, et même aujourd'hui elle est méconnue. Quand vous partez en Algérie, même en Kabylie, vous allez faire un petit radio-trottoir et vous allez demander aux gens: est-ce que vous connaissez Daniel Mine? Eh ben, personne ne l'a connue, alors qu'elle a participé pour que ce pays soit libre. Absolument. Alors, Tassadit Yassine lui rend hommage dans l'une des préfaces du livre. Hein. Elle nous apprend aussi que Daniel Amran, sous ce nom-là de famille, a beaucoup écrit dans la revue Awel. Donc la revue Awel de Mouloud Mamri que Tassadit Yassine a repris et qui parfois continue à sortir. Alors je reviens un peu aux choses qui t'ont marqué. Alors tu es à l'école primaire et puis il y a un chef de l'État qui rend visite à Akbou. Oui, donc c'était juste après 80. Donc il y a le président de la République, Chedli Benchidid, qui est venu en visite d'État à Akbou. Et effectivement, à l'école, on nous avait demandé de fabriquer des petits drapeaux algériens pour accueillir le président de la République. Et on était là à l'attendre sous un soleil de plomb parce que c'était au mois d'août. Et on nous a dit qu'on allait le reconnaître parce qu'il avait des cheveux tout blancs. Et juste avant qu'il vienne, à Akbou, il y a eu le printemps berbère. Et je sais que pendant le printemps berbère, que les jeunes étaient sortis, qu'il y a eu des événements, parce qu'on nous interdisait de parler notre langue maternelle.
on nous interdisait de vivre en tant que Kabyle. Et donc, je ne comprenais pas pourquoi, quand ce président de la République était venu, il fallait qu'on l'accueille comme ça, qu'on nous dise juste avant, pendant les événements de 80, nous les petits, on aimait bien manifester, on disait « Imezera chez les Bouimzor ». Donc chez les Bouimzor, c'était référence à des oreilles d'âne, parce qu'il y a eu beaucoup de blagues autour de Chedli, voilà, qui le qualifiait de personnage pas très intéressant, pas très intelligent, et tout ça. Et je n'avais pas compris pourquoi ce jour-là, qui était une très bonne occasion de lui dire Imaziran et de manifester. Ah oui. Et que le cortège passe et tout le monde disait Chedli, Chedli, Chedli. Donc moi, du haut de mes 8 ans, 10 ans, j'étais vraiment dégoûtée parce que moi je voulais dire Imaziran, j'étais Bouimzor, et personne n'avait le courage de le dire. Donc dans ma tête d'enfant, je ne comprenais pas ces adultes-là qui n'avaient pas le courage de dire. Alors, pour la petite anecdote, Chadli Benjedid, chef de l'État algérien, effectivement avait fait une visite par route dans la wilaya de Gaïef. Donc, il passe par Arbo et il passe furtivement par Sidi Aïch aussi. Et donc, avant la visite du chef de l'État à Sidi Aïch, il y a eu des gens, certainement de la sécurité militaire, qui ont dit il faut ramasser tous les fous et pour que Chadli ne les voit pas. Effectivement, il y avait beaucoup de fous dans la ville qui étaient inoffensifs, hein, qui ne faisaient pas de mal. Et ben, on les a écoutés et on les a enfermés. Le problème, c'est que Chadli, il est passé, il ne s'est même pas arrêté, il a salué les gens, il est passé. Et les fous, on les a oubliés. On les a oubliés pendant plus de 24 heures. Et donc, quand on les retrouve, ils sont terrassés. L'un des fous les a frappés. Et on a dit à Mohamed qui était debout, on lui a dit, qu'est-ce qu'il y a eu Mohamed? Qu'est-ce qu'il leur a dit Mohamed, soi-disant fou? Il leur a dit, ils ne veulent pas manger et moi je les ai frappés. C'est pour leur dire, au moins, vous nous avez enfermés, donnez-nous au moins à manger, quand même. Voilà, ça c'est une anecdote dans ton récit, beaucoup de choses familiales, bien sûr. Alors tu racontes par exemple ton premier voyage à Alger, voir cette grande ville et voir surtout la mer. Oui, oui, parce que déjà, quand on était petit, on pensait que Akbou c'était une planète et qu'il n'y avait que cette planète-là. Et une fois qu'on sortait de là et qu'on allait à Alger, c'était un grand événement. C'était comme si on avait été dans un autre pays. Et effectivement, je pense que c'est ce qui nous est arrivé parce que on a rencontré nos cousines qui ne parlaient pas la même langue que nous. Donc on était complètement dépaysés. C'est comme si on sortait d'un pays pour aller dans un autre pays où on ne parlait pas la même langue. Donc, sauf qu'on était super contente parce que à l'école où on a été, on nous a appris quand même l'arabe. Donc on était contente d'aller pratiquer cette langue à Alger. Sauf que quand on a dit que on avait lu un lapin bien joli en arabe, on a dit Ra'ayna Annaboul Jamilou. Elles étaient mortes de rire, elles se sont moquées de nous, elles nous ont dit c'est pas comme ça qu'il faut dire, il faut dire Shfna, Kounina, Shaba, alors que c'est pas du tout la même chose. Toujours dans notre tête d'enfant, on se demandait pourquoi on nous avait appris une langue qui ne nous servait à rien.
Oui, alors il y a d'autres souvenirs, je ne vais pas passer tous tes souvenirs en revue, mais il y a aussi cette histoire de football où les Algériens vont battre les Allemands et c'est un événement à la famille. En famille, on est heureux, en même temps on a des appréhensions. Et toi, tu te souviens quand même de ce match? Et je me souviens de ce match parce que nous a marqué, et je crois qu'il a marqué tous les Algériens à l'époque, qu'ils soient là-bas ou ailleurs dans le monde. Donc c'était la première fois que l'Algérie jouait en Coupe du Monde et jouait contre une équipe, l'une des plus grandes équipes du monde aussi. Donc ça m'a marqué parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui ont failli avoir des crises cardiaques et tout ça, c'était un événement. Moi, dans ma petite ville, tout était fermé, tous les commerces étaient fermés, toutes les administrations étaient fermées, les écoles, tout était fermé parce que tout le monde avait pris sa journée pour aller voir ce match-là. Donc c'était une fierté, on avait battu l'Allemagne. C'était vrai, c'était un événement majeur dans l'histoire de l'Algérie indépendante. Voilà, on a fait, toi et moi, le tour, on va donner la parole à la salle et tu vas rebondir à travers les questions. Donc, mes amis, la parole est à vous. Qui se lance? Samia, bienvenue au Café littéraire de l'Impondérable, un café littéraire quasi légendaire de notre ami Youssef Zirem. Samia, c'est un livre assez bouleversant, très intime. Alors, j'imagine que ce livre a toujours été dans votre tête, vous avez voulu l'écrire. Alors, ma question, à quel moment l'idée de cette publication s'est imposée chez vous? D'abord, je ne me voyais pas écrire un livre parce qu'on me disait pourquoi tu n'écris pas des fois quand tu racontais certaines choses. Et je me suis toujours posé la question comment un écrivain écrit, comment il commence, comment il termine son livre. Et donc moi je ne savais pas comment commencer, comment le terminer. Et donc j'ai écrit le début du livre et j'ai écrit la fin du livre. Et après, à chaque fois que je tirais sur le fil de mes souvenirs, j'allais noter, j'allais écrire, ça pouvait être à 2h du matin, 4h du matin, n'importe quelle heure, et j'écrivais tout ça, et d'une façon désordonnée, c'est après que j'ai ordonné toutes ces idées-là. Donc voilà, je l'avais dit en début de conférence, j'avais cette envie-là, ce besoin d'exprimer ce que beaucoup avaient envie d'exprimer et j'avais besoin de transmettre et personnellement aussi, j'avais besoin de tirer sur ce fil des souvenirs pour parler de certains sujets qui nous ont toutes et tous touchés parce que les personnes qui ont lu ce livre se sont retrouvées dans ce livre-là. Chacun se retrouve dans un chapitre, dans un paragraphe, au fil du livre. Donc il y a certaines femmes, par exemple, qui m'ont dit merci d'avoir raconté ce qu'on n'osait pas raconter, d'avoir osé dire les choses. J'avais besoin d'ouvrir des portes pour aller traiter certains sujets parce que j'avais besoin de demander à cette petite fille
d'écrire sur certains sujets. Elle a écrit avec beaucoup de naïveté, elle a pris d'ailleurs plein de liberté avec la langue française. Mais j'avais besoin de passer par elle pour dire les choses, pour dire certaines choses, sur certains sujets tabous, sur certains sujets qui ont construit notre société kabyle, celle dans laquelle, du moins, dans laquelle où j'avais vécu, et il y a certaines choses qui vont disparaître à un certain moment, et qui ont commencé déjà à disparaître, et je voulais les fixer dans ce livre et les raconter, parce que si vous partez en Kabylie aujourd'hui, plus personne ne fait une fête de mariage à la maison. Donc tous les mariages se font dans des salles, alors qu'à l'époque, tous les mariages se passaient à la maison. Donc j'ai raconté justement un mariage, une fête à la maison, comment ça se passait. Maintenant il y a des traiteurs, il y a des... Ben, à l'époque c'était le chef, c'était ma grand-mère, et c'était elle qui donnait toutes les directives, et le mariage se passait très bien à la maison. Maintenant ça a disparu. Par exemple aussi, j'ai raconté comment elles s'organisaient pour rouler du couscous, parce qu'elles font ça pendant l'été. Elles font ça pendant l'été, et quand elles le font, elles le font ensemble, une semaine chez l'une, une semaine chez l'autre. Voilà. Maintenant ça se perd, parce que vous pouvez aller dans un magasin et acheter votre couscous qui s'appelle Samia. Voilà. Oui, madame. Oui, bonjour Samia, et merci de ce témoignage, parce que je pense que l'écriture... Je vous entends pas. Attends, je coupe le téléphone, par téléphone. Bon, ben, je recommence. Sinon, on n'est pas là. Oui. Allez-y, madame, allez-y. Bon, merci Samia, je recommence, parce que vraiment je voulais vous féliciter, et je pense que l'écriture est le meilleur exutoire pour la transmission. Ah oui, pas d'accord, je parle pas. Bon, alors, oui, je pense que l'écriture est le meilleur exutoire pour transmettre. Et alors, bon, je vous ai écouté, et je voulais vous poser une question. Actuellement, là vous parlez de la capitale, pour tout ce que vous venez d'évoquer. Dans les villages, est-ce que on n'a pas encore justement ces mœurs qui continuent? Et il y avait ce magnifique film aussi où les femmes, il n'y avait pas d'eau, je ne sais pas si vous vous rappelez, et où les femmes allaient chercher de l'eau à je ne sais combien de kilomètres. Les femmes qui étaient enceintes perdaient leur enfant, et elles avaient fait une grève maritale pour justement, et c'était seulement l'instituteur du village qui avait réussi à les libérer. Donc ma question au fond, est-ce que dans les villages, bon, il n'y a pas encore au niveau des femmes beaucoup de restrictions? Voilà. Sur la situation des femmes dans les villages. Mais toi, tu racontes... Non, la langue d'abord. Je crois que la situation est toujours la même, parce que les enfants, quand ils vont à l'école, ils ne commencent pas par leur langue maternelle. C'est toujours, la question est toujours ils commencent toujours par la langue du pouvoir. Ils ne commencent pas par la langue de la langue maternelle. C'est toujours le cas aujourd'hui, et la langue qui est enseignée à l'école est toujours la langue que personne ne parle dans ce pays. Donc on parle un arabe dialectal qui est composé de plusieurs langues, qui a été formé à partir de plusieurs langues. Après, les femmes qui vont...
il faut savoir que la vie, moi je décris la vie dans une petite ville et non dans un petit village. Donc les choses ne sont pas pareilles. Je sais que maintenant, même dans les villages, tout le monde a de l'eau dans le robinet quand il y en a. Sinon, oui, ils vont à la fontaine pour chercher de l'eau. Et nous, dans notre petite ville, on avait des robinets à la maison, on avait les femmes ne partaient plus à la fontaine. Vous savez pourquoi elles ne partaient plus à la fontaine? Parce que déjà, elles avaient de l'eau à la maison. On a un quartier qui s'appelle la rue des Fontaines, parce qu'il y avait beaucoup de fontaines, et d'ailleurs on dit tel homme dans les femmes au nom d'une femme. Et à un certain moment, aucune femme n'allait. Déjà pendant la période de la guerre, les femmes ne sortaient plus parce qu'il y avait des soldats français dans cette petite ville-là, parce que juste un peu plus haut, il y avait une caserne de militaires, donc les femmes ne sortaient pas par rapport à ça. Et après, à l'indépendance, c'est resté comme ça, les femmes elles ne sortaient plus à Akbou. Pourquoi? Parce que c'était pas un petit village. Il a commencé à grandir. Il y a eu un hôpital, il y avait 2 médecins, un dentiste, quelques commerces que je décris d'ailleurs. Donc il y avait plusieurs villageois qui venaient rentrer dans cette ville. Donc c'est pas comme dans un village qui est fermé, où tout le monde se connaît. Tout le monde se connaît. Les femmes, elles partent à la fontaine. Et dans une ville où il y a beaucoup de personnes qui viennent de l'extérieur, a fait que les femmes ne sortaient plus parce qu'il y avait trop de personnes étrangères à cette petite ville, parce que ces personnes-là venaient chez le boulanger, venaient à l'hôpital, venaient à la mairie, venaient... voilà, donc ils... Au souk, le lundi, spécifiquement, à Akbou, c'était le lundi. Tout à fait. Le jour du souk. Nous, on y descendait. Tu m'as entendu? Si, il faut que j'entende ce que tu m'as dit, parce qu'avec les voitures qui passent et tout ça, j'ai un petit problème. Je voulais dire, moi, comme je suis de la région d'Akbou, à peu près 12-15 km, tous les lundis, le souk, c'était à Akbou, et donc oui, tout le monde descendait à Akbou. Exactement, exactement. Et d'ailleurs, dans le livre, je dis que le lundi, on ne sortait jamais. Et voilà. Et juste avant que Houria prenne la parole, il y a toujours cette tradition-là dans les villages. Quand il y a une nouvelle mariée, le lendemain, elle part à la fontaine pour chercher de l'eau. Donc ça, c'est resté jusqu'à aujourd'hui, où la mariée, elle va chercher de l'eau. Alors moi tout d'abord je voulais te remercier et te féliciter pour Merci. ce travail. Je suis ravie, tes paroles, ton langage, on t'écoute là, c'est vraiment toi, tu es authentique. On n'entend pas bien, c'est ça? Si, on entend. Ah, ok, tu es authentique comme à ton habitude. Tu parlais tout à l'heure de transmission. Moi, je voudrais te poser une question par rapport au titre. Alors, j'ai pas encore lu le livre, je l'ai là, mais je l'ai pas encore lu. Graine d'Ariane, tu parlais tout à l'heure, on t'a posé la question par rapport à ton écriture. Tu parlais de fil. Est-ce que c'est le fil d'Ariane? Est-ce que c'est la graine à semer? Essaie de m'expliquer un petit peu le titre, si tu veux. Oui. Donc, ce livre-là, on a eu beaucoup de mal à lui trouver un titre. Moi, personnellement, je n'arrivais pas à l'enfermer dans un seul titre, dans un titre.
Et on a cherché, voilà, et même j'ai embêté les rabias, pour envoyer des messages et tout ça. Mais aidez-moi, vous pouvez m'aider, pas m'aider quand même à trouver une titre. Bien sûr, ils m'ont pas aidé. Non, ils m'ont pas aidé. Et là, j'ai dit, non, celui-là, il n'est pas bien, celui-là, il n'est pas bien, celui-là, Donc après, avec mon sister, on a discuté. Donc oui, quelque part ça fait référence aussi au fil d'Ariane. Donc la transmission et retrouver son chemin. Hein, donc déjà les graines, ça rappelle beaucoup la transmission. Quand on plante une graine, elle repousse et elle-même, elle donne des graines et c'est comme ça à l'infini. C'est comme ça qu'on a toujours du blé aujourd'hui. Donc ça repousse à l'infini. Et Ariane, donc c'est une déesse grecque qui avait tendu ce fil-là quand, je ne sais plus comment il s'appelle, il est parti dans un labyrinthe pour tuer le grand monstre et personne n'en revenait. Donc Ariane lui a donné ce fil-là pour qu'il retrouve son chemin. Et donc moi, mes neveux et mes nièces, j'ai envie qu'ils retrouvent leur chemin. Ils sont français, complètement français. Et ce pays, c'est leur pays. C'est ici qu'ils sont nés. C'est ici qu'ils ont grandi. Mais ils ont cette particularité-là de s'appeler Dacine, de s'appeler Massi, de s'appeler Massiva, de s'appeler... Il faut qu'ils sachent d'où ça vient. Donc j'avais cette envie-là de transmettre. Très bien. Merci. Ahmed, après Didier. D'accord. فدمت يوسف يغطي جماعة ديال الحدر ذاكينيا سكيت بضغط سامية دبز بسلاح تقبيل خاطر ذاك لنوي دار سيدين ساميو سنة تقبيليت بسلاح تخدم ذا كونفرنس تقبيليت هذا تقبيليت عشكيت تملحات تزديانت ساعتي مسرحت يكغري هذا بالاسم يعجبني عطاس يشبح بزاف يون حريش تمسلات فيون وركاز ضمن طارق بوكو سواء الناس يجوج مع القاع ودنا كيقولي يكشف من تقول لا فيعني عاجبني مليح غادي نشطح كان كيفلس خاطر مرة نولي نشيط واش ولتي وركاز ديالك المرة نولي بليك سامية تصيدو قمر اللي مولانيس فوالا ذاك كيف غادي تنمرتي تنمر je réponds. Oui, facile. Je vais d'abord répondre parce que j'ai pas une bonne mémoire où c'est le stress peut-être. Alors, puisque مشلايت قبيلي تسارع قبيلي تحقق يوث الانكدوت اسمعت يوسا نوري تخطف يوسا تنتغد يماس جيداس ستيس خاليس ديماس سنقران donc on était à Kbou et quand ماد روحنا كنا كويس après نميتولا لقد شمضز ندوي طريق القهوة ça va bien. Bah oui, je suis passée par là aussi. Et donc مريت شمال كاين تفضل اسمس لا سنيوانين القهوة وسي جامي هضر على J'avais vraiment pas envie de le faire, là je vais prendre juste l'assiette de gâteau. Donc j'arrive, on me dit voilà, t'inquiète stis, ou qui t'kbas, ou qui t'inquiète imas, ou qui n'est Khalis. Donc Khalis c'était un vieux émigré qui avait passé toute sa jeunesse en France et tout.
Et donc il a su que on était d'accord, mais on s'est arrêté. Apparemment, ويتجرد من سلام غير سميت يجيك تهضر تقبيلة مقار. Voilà, donc je l'ai rassuré, je lui ai dit, parce que pour lui, parce que j'étais l'architecte aussi le غلط تقبيلي. Après, واش مع القاعة شغل تحكي في الناس ولاش دارت ولاش تمدينتو بسعنا راه درويش ينس نغ مكس السماط شتينا أمنطار نغ من الطريق ينس. Donc je voulais vraiment أتسبقنا لكن أمي ثنتنا la société était généreuse. غاس يون مدى الدرويش غاس يون من ضمن الطريق غاس يسمس il a sa place dans la société. Et il y avait la générosité des gens. الجزائريين كل الناس يتسد أبيتش كخام نجدة سمعنا قلنا نجدة غادي نتا نفداني تكاسديتش أبري غاسمعنا يقموت جدة كملنا نتا كناس أبيتش مي تسمعنا يقموت ونصرا سوا نسدي تيوسا ونصرا عندها تسوقال مي شو داقنك يسعى النف غاصك منك نتا كاسديتش كولاس داخل نتضرب سيدنا غادي يتسارى يد يسمس يشطحني دريما بوتيت بياس 4 دورو 10 دورو voilà donc il tenait quand même à sa dignité voilà. C'était un plaisir donc de revoir. Voilà, donc pour rappel, c'est juste, c'était mon ancienne voisine, donc je l'ai connue toute petite, on était voisins dans une période effectivement, la rue de la Gare, donc Ragbou c'était une ville assez calme, conviviale. Donc ce que tu as écrit, c'est pas juste pour tes neveux, même pour nous, bon on n'est pas tout jeune, mais je pense qu'il y a des choses à voir dans ce livre, je ne l'ai pas encore lu, mais je vais le faire avec un grand plaisir. Mais franchement, tu as parlé des périodes un peu importante de l'Algérie, les années 70, je les ai bien connus, de 80. Le parallèle entre Chadi et Boumediene, on disait Tahia Boumediene au lieu de dire Yahya, parce qu'on disait Tahia de Zahir, donc on disait Yahya Boumediene. Donc il y a une espèce d'ambiance de l'époque qui a fait de nous ce qu'on est aujourd'hui. Donc en fait, le fait d'écrire sur cette période, c'est déjà bravo. Je rends hommage également à tes parents qui sont partis, donc que j'ai connus, ils sont super. Et je te souhaite bonne continuation. Merci beaucoup. Voilà, merci. Vous voyez, il parle de Boumediene. Et moi, Boumediene, il est décédé en 76. Est-ce que c'est bien ça? 78. 27 décembre 78. Les années. Voilà. Donc en 78, j'étais petite. Mais je suis fière fascinée dans Boumediene. Ça a marqué ma vie. Parce que pour nous, les jeunes et tout ça, c'était un dictateur. Et pour d'autres, c'était un héros. Surtout des مقارنة parce que je fais des مقارنة كنت الفطان سنتي tout ça تشون يسنديكم تضامن et tout. Donc je voulais vraiment ouvrir une porte pour parler de lui et je l'avais trouvé. Et j'ai parlé de lui en parlant d'une voiture que certains ont connue, c'était une DS. Donc dans le quartier, il y avait quelqu'un qui avait une DS. Et à l'époque, le président de la République, leur voiture présidentielle, c'était des DS. Donc je suis passée par là pour parler de Boumediene. De la révolution agraire aussi qui avait un peu plongé le pays dans des choses qui n'étaient pas une réussite. Et d'ailleurs à l'époque يول من المقطار مليح سعلقن الشيعة كتبن سفلان الطبيب
ما من المين وقرا مليح سعرق الناس كتبن فلاح. Donc voilà, et ça m'a marqué, ça a marqué mon enfance et je voulais vraiment en parler. Voilà, je crois que je suis répondu et je suis vraiment contente de voir un voisin. Et quand il va lire le livre, il va reconnaître quelqu'un que lui, il a connu. C'est génial. Et plusieurs personnes. Et donc, maintenant... Hamid. Hamid, voilà le micro. Hamid. Merci Samia, merci Youssef d'avoir invité Samia dans ce lieu habité. Samia, quand tu fais ce récit de vie, en fait, on ne peut pas ne pas penser évidemment à Taous Amrouche, qui est notre ancêtre par rapport au témoignage notamment, et écrit l'histoire de la vie. Donc du coup, tout à l'heure, quand tu disais graine, tout de suite, ça a sonné chez moi, grain magique. Je dis ça a dû venir comme ça en souterrain de ce livre, enfin, de ce titre-là, grain magique. Et puis, il y a des témoignages effectivement générationnels, ceux qui ont témoigné pendant la guerre, les témoignages de nous autres qui sommes ici, des enfants de la guerre aussi, il y en a. Certains ont témoigné, d'autres pas encore, ça va venir. Et c'est de l'après-guerre, et donc de l'indépendance. Donc il y a ces différents témoignages, et puis comme a dit Youssef au départ, effectivement, c'est des témoignages quand on vit dans une petite ville ou dans les villages kabyles, on est de culture orale, on est tous un peu des conteurs, et de là passer à l'écrit, il y a certains qui passent à l'écrit, d'autres qui restent juste conteurs dans l'oralité. Mais c'est vrai que l'histoire collective se mélange à l'histoire individuelle, effectivement, du sujet. Alors il y a aussi le sujet, c'est-à-dire l'histoire des femmes, ce que peuvent raconter les femmes, ce que peuvent raconter les hommes. C'est différent, parce que justement le statut de la femme étant le harma, la fameuse réserve, réserver l'honneur et tout. Et c'est vrai que je me pose des questions, je dis comment une femme arrive à se défaire de cette réserve, de cette difficulté à traverser les frontières et à s'ouvrir et à dire. Alors il y a des femmes qui énoncent, il y a des femmes qui dénoncent, il y a des... toi, d'après ce que j'ai pas encore lu le livre, hein, c'était à la fois un personnel et en même temps ça recoupe l'histoire effectivement collective avec... c'est par rapport à ta génération, c'est-à-dire comme tu es entre deux mondes, elles se manifestent les incompréhensions. Sinon si tu étais dans un village il y a voilà, une centaine d'années, tout est cohérent. Il n'y a pas d'incompréhension, il n'y a pas de contradiction. Mais là, c'est vrai, comment les hommes vont voir Dombran, Malika Dombran et moi pas, etc. L'histoire aussi de la langue parlée dans le village, parlée par un groupe, et l'histoire de la langue officielle. Donc, sans sœur, tu as toutes ces contradictions. Donc, ma question, c'est celle-là, c'est-à-dire comment tu as pu, à l'intérieur de toi, aller vers toi, Marianne. Est-ce que tu as hésité sur certaines choses en disant je les dévoile pas? Est-ce que tu as mis le voile? Est-ce que tu as mis un peu de burqa? Comment tu as fait pour négocier entre le privé intime et le public? J'aime beaucoup ta question. Merci. Et tu as parlé de Taous Amrouche, de la graine. Et moi, je vais retourner plus en arrière à Fatma Mansour qui a écrit un livre. Son mari ne voulait pas qu'elle le quitte. Oui, je voulais parler de Fatma quand j'ai parlé histoire de ma vie. J'ai confondu avec Taous, oui. Je les ai imbriqués. Donc Fatma Mansour, son mari ne voulait pas qu'elle publie son livre parce qu'il y avait des... Voilà, c'était une histoire de vie et ça parlait de choses très intimes. Et d'Ahmed qui a fait une magnifique traduction, le sait très bien. Et je pense que certains passages étaient difficiles à tenir dans le Badr Qbaylid parce que c'est des tabous quand même. Parce que ça passe quand on parle en français et ça passe moins quand on le dit en kabyle.
Donc, moi, déjà, on me dit que j'ai un défaut. Tu dis en fait. Voilà, mais moi je trouve que au contraire ça peut passer une qualité. Donc quand j'ai écrit ce livre-là, parce que les premières qui l'ont lu c'était mes soeurs, ma mère. Ma mère n'a rien dit, elle était contente. Mais mes soeurs, elles m'ont dit pour certaines choses, mais voilà, on va reconnaître une tante qui était méchante. On va reconnaître telle. D'ailleurs, j'ai un oncle avec lequel j'ai travaillé un peu hier sur le livre parce que, bon, voilà, pour des raisons. Et qui disait, voilà, il disait celui-là c'est elle, celui-là c'est elle et tout. Et je dis alors tu as reconnu tout le monde. Et ce qui m'a interpellée, c'est que quand j'en ai parlé à mes neveux, j'ai un neveu qui est né en Kabylie et qui a grandi ici en France et qui a fait de grandes études. Qui fait de l'ophtalmologie. Quand je lui ai donné le texte sur mon téléphone, je lui ai demandé de lire juste un chapitre pour qu'il me dise ce qu'il en pensait. Tu sais, qu'est-ce qu'il m'a dit en premier? Il m'a dit, est-ce que tu vas l'écrire sous un pseudo? C'est ça, voilà. Ouais. Ça m'a choqué. Ça m'a choqué parce que je me suis dit, comment ça se fait que moi, j'ai envie d'écrire en tant que Samia Ben Salem ou Tamara, et que lui, qui est de cette génération-là, me demande si je dois écrire moi sous un pseudo. Non, je lui ai dit non, j'assume ce que j'écris. D'ailleurs, c'est ce que j'avais dit à Youssef tout à l'heure. J'assume ce que j'écris, j'assume ce que je dis, et je raconte une réalité. Je n'avais pas envie de la travailler, de la rendre jolie, de dire que les filles aussi sont allées au concert de Malika Doman alors que c'était pas vrai, que c'était un gros mensonge. Voilà, donc j'avais envie de raconter la vérité comme elle était. Et moi, personnellement, ça ne m'a pas du tout dérangé de parler de ces souvenirs-là qui sont à la fois personnels et il y a aussi une mémoire collective. D'ailleurs, je ne sais plus avec qui j'ai discuté, c'était peut-être avec Daska, j'ai dit Daska à chaque fois que je parle avec quelqu'un qui a lu le livre, il me dit tu m'as rappelé telle chose. Donc j'ai remarqué qu'il stimulait la mémoire, parce qu'on m'a dit tu es allé sur certains détails qu'on avait nous oubliés. Alors tu sais ce que je lui ai dit à Youssef, je lui ai dit je ne vais pas le vendre dans les librairies, je vais le vendre dans une pharmacie. C'est pas mal. On peut l'applaudir, absolument. Merci. Hamid, Kassim, merci, s'il vous plaît. Merci. Oui, bonjour Samia. Bonjour à tous. Merci aux élèves pour le café pour le dimanche, quoi. Moi, je vais vous poser une question. Avec du recul, quel regard portez-vous sur cette enfance-là et sur la société aussi en même temps, votre avis personnel, hein? Est-ce que ça a changé ou non? Est-ce que vous considérez que c'était une enfance heureuse quand même ou non? Est-ce que la situation des femmes a changé depuis ce temps ou actuellement? Voilà, et merci. Merci. Donc, ma vision par rapport à cette enfance,
je trouve que c'est une période géniale de ma vie. Elle était super intéressante. C'est là que l'adulte que je suis est construit. On a vécu des choses magnifiques. Au lieu d'aller en vacances, on allait chercher de l'eau pendant tout le mois de juillet pour tout le mois d'août. C'est comme ça qu'on passait nos vacances, c'était génial. On n'allait pas à la plage, on n'allait pas dans les hôtels 4, 5 étoiles, je sais pas comment. Mais qu'est-ce qu'on s'est amusé? On avait porté des claquettes là en plastique et on a ramené de l'eau dans les bidons là jaunes de l'huile Safia. et tout ça, mais c'est génial. Et après, on nous donnait à Chaladoro pour nous récompenser. On allait acheter une cornette de glace et on avait les mains toutes collantes. On allait voir les adultes pour leur dire les baisses et coller à nos mains. C'était génial, c'était génial. Et vous savez, moi, quand je regarde mon enfance, où on ne s'ennuyait pas parce qu'on créait des choses. On jouait avec des insectes dans le jardin, on se prenait pour des archéologues, on se prenait pour des grands couturiers, un trait de Diara pour nos poupées et tout ça. Ce qui me rend triste aujourd'hui, c'est de voir les enfants de maintenant qui s'ennuient beaucoup. C'est ça qui me rend triste et qui me disent je m'ennuie et qui sont tout le temps sur des écrans alors qu'ils pourraient jouer, créer, voilà. Après, par rapport à la condition de la femme, des fois c'est la société aussi qui a dicté certains codes et tout qui a fait qu'elle soit enfermée comme ça. Maintenant, toutes les filles, il y a une évolution. Il y a toutes les filles qui vont à l'école. Vous n'allez pas entendre quelqu'un qui va vous dire en 6e. Parce que ça se passait beaucoup à l'époque. Dans la 6e, maintenant, ce n'est plus le cas. Toutes les filles vont à l'école, toutes les filles même à mon époque, il y avait quelques femmes qui avaient leur permis de conduire et que maintenant, toutes les filles conduisent. Et donc il y a une évolution quand même. Mais malheureusement, il y a sur certains autres sujets, il y a un retour en arrière aussi. D'ailleurs, il y a un chapitre où je parlais des premiers prémices de la décennie noire qui avait plongé les femmes dans l'horreur absolue. Et je me pose des questions aujourd'hui, comment certaines femmes ne se disent pas que cette période-là de 10 ans qui nous avait volé nos 20 ans, en tous les cas moi, c'est une période qui m'a volé mes 20 ans. Comment ça se fait que ces femmes-là retournent dans certaines choses qui font retourner les femmes vraiment en arrière, alors qu'il y a plein de femmes qui se sont battues pour qu'elles avancent dans la société, dans la vie en général. Je crois que je parle beaucoup. C'est très bien, c'est excellent. Écoute, alors, tu vas clôturer justement le café littéraire pour dédicacer ton livre. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Ou est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire aussi en plus? Alors, franchement, je sais pas à quoi vous dire. Déjà, merci d'être là. Je suis vraiment heureuse de vous rencontrer toutes et tous et de partager avec vous le fruit que cette graine que mes parents ont semé en moi.
Voilà, en fait, je ne sais pas faire la fin des... Merci. Merci. Grâce à la dédicace. Merci. Merci tout le monde. Merci beaucoup.